Donc merci à Isabelle de Silva, présidente de l'Autorité de la concurrence de 2017 à 2021, à Virginie Beaumeunier, rapporteur général de 2009 à 2017, et à Stanislas Martin, rapporteur général depuis 2017. Je vous propose de regarder ensemble une courte vidéo qui rappelle les grandes décisions de l'autorité en matière antitrust avant d'entamer notre discussion. Donc, moteur. J'aime beaucoup la précision du 20,4 milliards qui en dit long sur le caractère scientifique de l'exercice. Donc nous sommes tous impatients de connaître votre regard sur ces années à l'autorité. Je vous propose de structurer notre discussion de la manière suivante. D'abord, un retour sur les premiers temps de l'autorité, sa montée en puissance sur ses compétences nouvelles, comme le contrôle des concentrations, et sur les avis, son insertion dans le paysage institutionnel. Ensuite, la montée en puissance dans le numérique, qui est un marqueur fort de l'histoire récente de l'autorité, mais également l'intervention dans des secteurs plus traditionnels, et je pense notamment à toutes nos affaires de cartel. La montée en puissance du thème environnemental dans la pratique de l'autorité, et pour finir, l'évolution du cadre législatif et procédural de notre action, y compris au niveau européen, notamment avec le DMA. Et si le temps le permet, car ce menu est assez riche, je vous demanderai quelques mots de conclusion pour l'avenir, sur la manière dont vous identifiez les défis pour l'avenir. Donc pour commencer et pour revenir sur la création de l'autorité, je vous invite à visionner un court message vidéo du premier président de l'autorité, Bruno Lasserre, qui revient sur les circonstances de la création de l'autorité en 2009. Alors cette réforme de 2008, elle a été, je ne le cache pas, difficile à obtenir dans un contexte qui a été très particulier. C'est au sein de la commission dite Attali, qui avait été chargée de faire des propositions pour moderniser l'économie française, que parmi les plus de 300 propositions qui ont été faites, a été suggérée la transformation du Conseil de la concurrence en autorité de la concurrence. J'en faisais partie, mais surtout Mario Monti en était un acteur écouté,
Et tous les deux, nous avons d'abord convaincu les membres de la commission, puis le président de la République et le gouvernement que cette réforme était bonne pour la France. C'était une réforme qui se heurtait à des résistances, notamment administratives, il ne faut pas le cacher, qui n'avait pas beaucoup d'alliés, objectivement, mais nous pensions qu'en termes d'efficacité, elle était bonne pour notre pays. Et finalement, le choix politique a été fait de suivre cette proposition. La première avancée, ça a été de donner plus d'efficacité à l'enquête, dans la mesure où c'était les mêmes personnes, les mêmes hommes, les mêmes femmes, qui définissaient le champ des investigations, leur nature, et ensuite menaient l'instruction contradictoire sur les dossiers. Il y avait donc plus de cohérence, plus d'efficacité et aussi plus de rapidité à réunir dans les mêmes mains toutes les phases de l'instruction. Le deuxième gain, ça a été évidemment en matière de concentration. Nous étions très différents. En Europe, nous étions un des rares pays dans lesquels le pouvoir de décision appartenait toujours au ministre, et le fait de confier la décision à l'autorité indépendante, je dirais, a complété la régulation concurrentielle, et on sait combien ces sujets sont importants pour garantir le fonctionnement de la concurrence, mais surtout a conduit l'autorité à adopter pas seulement une démarche punitive lorsqu'il s'agissait de sanctionner des pratiques anticoncurrentielles, mais aussi de réfléchir positivement à des solutions, à des remèdes pour résoudre les problèmes de concurrence dans une approche plus constructive, plus collaborative. Et ça, c'était très important parce qu'il fallait déceler le problème, mais aussi trouver les remèdes pour sortir de cette difficulté. Enfin, et je crois que c'est l'aspect qui est passé au départ le plus inaperçu et qui a structurellement, d'une certaine manière, transformé l'institution, c'est le pouvoir de prendre la parole sur les sujets qui étaient définis par l'autorité elle-même. J'avais été frappé par l'expérience britannique des enquêtes sectorielles et je pensais que c'était une bonne idée que de reprendre cette pratique. Et souvenez-vous, c'est à ce moment-là qu'on a parlé des grandes enquêtes, des grands avis de l'autorité sur des sujets qui parlaient aux Français parce que ça touchait leur vie quotidienne. Le médicament, les pièces détachées automobiles, le transport par autocar qui s'adressait aux étudiants, aux personnes à faible revenu. Je pense également au permis de conduire, aux audioprothèses, à tant de sujets qui évoquait le quotidien des Français. Et le fait de, en quelque sorte, décrire le fonctionnement d'un secteur économique, de signaler les obstacles à la concurrence et de faire des propositions, a transformé l'autorité de la concurrence en laboratoire d'idées, en gisement de propositions pour, d'une certaine manière, développer l'économie, pour apporter de nouveaux services aux Français et aussi pour garantir une meilleure qualité et des prix plus abordables. Et là, on est devenu en quelque sorte des pédagogues de la concurrence. Nous, au jour le jour, et c'est, je crois, vraiment une transformation culturelle très importante, nous n'étions plus les gendarmes, mais les régulateurs, les pédagogues, les avocats d'une certaine manière de la concurrence, qui expliquaient dans des termes concrets combien tous nous avions à gagner d'une meilleure concurrence. Virginie, quel souvenir gardes-tu de ces années et qu'est-ce qui a été le plus dur finalement ? Alors d'abord, les souvenirs, ils sont excellents. Aujourd'hui encore, dans mon métier d'aujourd'hui qui est assez différent, je me réfère à mon expérience à l'autorité et notamment à ce que disait le président, tous les avis sectoriels qu'on a pu faire, parce que ça donne une connaissance de la vie concrète des entreprises et de filières économiques ou industrielles extrêmement précises et extrêmement riches. Alors, peut-être pour commencer, ça va peut-être vous surprendre, mais parmi le premier défi que je voulais souligner dans la création de l'autorité, c'était un défi managérial et organisationnel. Comme le président l'a dit, c'est une petite fusion-absorption, l'autorité de la concurrence, puisqu'on a accueilli une équipe entière de la DGCCRF, qui était l'ancienne Direction nationale des enquêtes de concurrence. Donc des gens qui évidemment travaillaient dans la même finalité,
mais qui avait une culture administrative, disons, un peu différente de celle du rapporteur, qui avait une forte identité professionnelle, là où au Conseil de la concurrence, il y avait des gens de profils beaucoup plus variés qui travaillaient ensemble, mais qui venaient d'horizons différents. Et donc, il a fallu finalement que des enquêteurs apprennent le métier de rapporteur, et notamment la partie contradictoire, qui est très importante, l'échange avec les parties. Et puis inversement, évidemment, que les rapporteurs apprennent le métier d'enquêteur, et d'autant plus que, comme l'a dit le président Lasserre, comme tu l'as dit Benoît, on voulait aussi développer l'activité d'initiative de l'autorité, c'est-à-dire lancer nous-mêmes des enquêtes, assurer ce rôle de veille concurrentielle que faisait la DGCCRF, mais qui nous était confié également, et donc construire un nouveau partenariat aussi avec la DGCCRF, des relations différentes, et puis acculturer, en quelque sorte, si je peux me permettre ce mot un peu barbare, les uns et les autres. Ça n'a pas été forcément facile d'emblée, ça s'est construit petit à petit, et notamment à travers quelque chose que les avocats aiment ou n'aiment pas, je ne sais pas, mais qui sont les opérations de visite et saisie, qui sont un métier particulier, mais qui créent un esprit d'équipe, puisqu'on passe pas mal d'heures ensemble. On ne le fait pas que pour ça. Non, pas que pour ça. Mais c'est quand même une expérience, et ça a permis justement de faire ce transfert finalement de compétences les uns avec les autres. Et puis la relation aussi avec la DGCCRF s'est modifiée. La DGCCRF restait commissaire du gouvernement, mais son positionnement évidemment évolué. Donc tout ça a pris un peu de temps, mais je crois que ça s'est fait progressivement, et la confiance entre les deux institutions s'est réinstaurée. Alors évidemment, le deuxième défi, c'est bien sûr le contrôle des concentrations. Tu en as parlé, le président Lasserre l'a évoqué. C'était un peu différent parce que, pour le coup, on a accueilli moins d'agents de la DGCCRF qui étaient compétents en matière de concentration. Ils se sont un peu plus répartis dans des nouvelles fonctions. Et donc, le Conseil de la concurrence avait une petite expérience en contrôle des concentrations, mais il ne faisait que les phases 2. Et donc, voilà, il n'y avait pas forcément beaucoup de dossiers qui lui arrivaient. C'était d'ailleurs son grand regret. Et donc, il a fallu construire tout ça. Et puis, très vite aussi, l'autorité a souhaité avoir ses propres lignes directrices en matière de contrôle de concentration. Elles sont sorties dès 2009. À la fois donc pour décrire la nouvelle procédure au sein de l'autorité, et puis la doctrine qu'elle souhaitait avoir. Et assez vite, comme tu l'as dit, à la fois des décisions importantes. Il faut se souvenir qu'en 2009, on était en pleine crise financière. On a fait une opération de concentration dans le secteur bancaire, Banque Populaire, Caisse d'épargne, dans un contexte qui était pas facile. Bon, et en plus, il y avait auparavant, les banques obéissaient à un autre système de contrôle des concentrations, et donc il y avait peu de pratiques décisionnelles dans ce secteur, donc c'était une décision intéressante. Dans un autre secteur totalement différent, on a sorti une décision SNCF Novatrans, qui était dans le secteur donc du transport combiné. Qui a donné lieu à des engagements. Alors ces décisions n'ont pas donné lieu à des phases 2 en 2009, mais voilà, et on a fait aussi, alors ça c'est plus amusant, une concentration dans le secteur du poulet, et je me souviens de la définition des marchés pour savoir si effectivement le poulet pané ou le poulet label, etc. étaient des marchés différents, donc c'était un dossier assez amusant. Et puis, troisième défi, le président Lasserre l'a beaucoup évoqué, tu en as parlé aussi Benoît, c'était évidemment cette activité d'avis d'initiative. Alors, d'avis tout court, parce que dès le début de l'autorité, on a été très sollicité par le gouvernement, et en particulier sur l'outre-mer, puisque en 2009, c'était, je ne sais pas si c'était la première, mais en tout cas, c'est la première que j'ai connue de crise de la vie chère outre-mer, qui malheureusement c'est toujours le cas aujourd'hui, où on avait regardé à la fois la problématique du prix des carburants,
et bien sûr du prix des produits alimentaires. Alors je ne sais pas si la crise dure parce que les recommandations de l'autorité n'ont pas été mises en œuvre. J'ai regardé un petit peu ce matin pour me remettre en tête. Effectivement, elles n'ont pas été vraiment mises en œuvre. Certaines quand même, puisqu'après on a beaucoup travaillé sur les contrats d'exclusivité. Hein, ça a continué d'ailleurs après. Mais bon, on voit bien que la concurrence dans la distribution, en particulier en Outre-mer, on en est encore loin. Ce qui, moi, m'a effectivement passionné à l'autorité, c'était de travailler sur cette ouverture de marché. Ça a été dit avec les cars Macron, donc le transport par autocar. J'allais dire, à titre personnel, c'est mon dossier préféré parce que c'est parti d'un article que j'avais lu, d'une idée, d'une construction en commun avec les collègues de l'autorité, de l'avis de l'autorité, donc qui a impliqué le collège, et puis derrière, effectivement, l'administration et le Parlement qui ont pris le relais. Donc c'est un très beau dossier de vie quotidienne. Il y a eu aussi effectivement celui sur les pièces détachées automobiles. Alors, je me souviens aussi que parfois les rapporteurs, quand on faisait nos réunions générales, disaient « Oh là là, on fait des beaux avis, mais alors le gouvernement ne les met pas en œuvre, c'est un peu désespérant, à quoi ça sert qu'on travaille ?» Je disais « Ne vous inquiétez pas, parfois les bonnes idées, elles mettent beaucoup de temps à être mises en œuvre, mais elles finissent par être mises en œuvre. » Et c'est vrai pour les pièces automobiles, pas complètement comme l'autorité l'avait suggéré, mais en tout cas, il y a quand même eu une ouverture du marché. Il y a d'autres sujets comme la vente hors des pharmacies des médicaments sans prescription médicale qui ne sont pas arrivés au bout, mais je n'espère pas qu'un jour ça se fera. Mais en tout cas, voilà, je pense que l'autorité effectivement a poussé beaucoup de sujets et même si tout n'a pas été mis en œuvre, la confiance, enfin la connaissance, l'esprit de concurrence, la culture de concurrence dans ce pays, elle a quand même beaucoup progressé en 15 ans. Et ça, c'est sans doute une grande victoire de l'autorité, de ses présidents et présidentes successifs. Et puis, peut-être, pour pas être trop longue, le quatrième défi, enfin, c'était pas vraiment un défi, mais c'était bien inscrire l'autorité dans son paysage, avec ses parties prenantes. Bien sûr, avec la communauté des avocats qui s'est ensuite structurée en association d'avocats spécialistes du droit de la concurrence. Et notamment, on a pu construire aussi cette relation, bien sûr, dans les affaires, mais surtout, j'allais dire, par les documents qui ont donné lieu à des consultations, qui ont fait évoluer la pratique, les procédures de l'autorité, tous les communiqués de procédure qui sont sortis. Tu l'as évoqué, ça a continué. Il y en a aujourd'hui dans des sujets nouveaux, comme le développement durable. On a pris en compte aussi la question des difficultés financières des entreprises au moment des sanctions, avec un questionnaire pour qu'elles puissent nous donner des éléments objectifs. Et puis, ce qui était important aussi, c'était de continuer à développer les relations avec les autres autorités de régulation sectorielles. Donc c'était, il y a eu beaucoup d'avis communs, des renvois évidemment sur les sujets, soit de concentration, soit dans des affaires antitrust. Et bien sûr, ce qui était attendu, c'était aussi d'asseoir la légitimité de l'autorité et sa crédibilité dans le réseau européen de la concurrence et dans ses relations avec la Commission, bien sûr, et ses homologues. Et les relations de la Commission, elles se sont assez vite traduites par une amélioration à travers les renvois de décisions de concentration, ce qui était quand même extrêmement rare auparavant. Et donc voilà un peu les principaux souvenirs que j'ai, mais ça serait trop long si je devais tous les relater. Isabelle ou Stan, vous voulez réagir à ça, ou est-ce qu'on on fait un focus sur le numérique? Passons au numérique, donc qui a quand même été qui est, je crois, très important dans l'ADN désormais de l'autorité de la concurrence, y compris d'ailleurs au niveau européen et international. Et ce qui m'intéresse, Isabelle, c'est d'abord comment ça s'est passé, enfin cette montée en puissance dans le numérique, et comment ça a modifié éventuellement nos procédures
Je pense à l'usage des mesures conservatoires, par exemple, qu'on a utilisé dès le début, mais différemment récemment. Et peut-être comment ça nous a aidé à intervenir dans des domaines où notre présence n'était pas forcément évidente. Et je pense par exemple au dossier des droits voisins de la presse, qui nous a permis de prendre une position forte sur un sujet démocratique, puisque je parlais de démocratie tout à l'heure, qui est le financement de la presse. Merci Benoît. Et j'ai grand plaisir à voir dans la salle beaucoup de rapporteurs, d'avocats, d'anciens membres du collège avec qui j'ai pu travailler. Donc, ravi de vous retrouver tous à cette occasion de réminiscence et de réflexion. Alors, c'est vrai que le numérique, je l'avais indiqué comme un sujet prioritaire pour mon mandat parce que j'étais partie de l'idée que c'était un facteur de transformation de l'économie, un facteur de croissance et d'innovation, mais aussi, compte tenu des rapidités des mutations, un vrai risque de constitution de positions dominantes et d'écosystèmes un peu bloqués. Et finalement, les années qui ont passé ont montré que ça pouvait effectivement bloquer un certain nombre de processus. Alors, l'autorité avait déjà un peu dans son ADN le numérique, donc ça avait commencé sous l'époque de Bruno Lasserre, notamment avec l'avis de 2010 sur le search, qui avait été très pionnier à son époque, une décision peut-être moins connue concernant Google et Navix, qui posait déjà certaines bases qu'on retrouvera ensuite. Mais depuis lors, finalement, le pipeline s'était un peu arrêté. Alors pour des raisons qu'on a pu toucher du doigt ensuite, c'est que les enquêtes en matière numérique sont quand même extraordinairement difficiles. Alors quand je suis arrivé à la tête de l'autorité, c'est aussi le moment où la Commission européenne a changé aussi d'attitude en la matière sous l'impulsion de Margrethe Vestager en ouvrant ceux qui sont devenus les grands cas Google et avec la volonté d'avoir une approche un peu plus volontariste en la matière. Mais se donner comme priorité le numérique, voilà, c'était facile de le dire, mais c'était plus difficile de le concrétiser. Parce que ce qu'on a pu toucher du doigt, c'est que, évidemment, ces entreprises, elles n'ont pas leur siège de décision en France ou en Europe. Les processus sont quand même très complexes et évoluent en permanence. Et aussi, ces entreprises parfois jeunes n'avaient pas toujours une culture de concurrence aussi établie que les entreprises des secteurs plus traditionnels. Donc, il m'a semblé qu'il fallait commencer par l'expertise. C'était vraiment la condition de tout le reste, parce qu'on ne peut intervenir ou réguler un secteur que si on le connaît quand même de façon approfondie. Alors d'abord par des rencontres avec des scientifiques, des spécialistes de l'IA ou des algorithmes, et ensuite en lançant une politique assez volontariste d'avis ou enquêtes sectorielles, alors qui a mis beaucoup à contribution les services d'instruction, le service économie, et qui nous a permis finalement chaque année de traiter un ou deux sujets un peu précurseurs. Alors d'abord la publicité search, qui était un avis qui, je pense, a été le premier au monde à décrypter ces nouveaux processus. Et je vois dans la salle Mathieu qui y a travaillé avec Nicolas Defieux et Laure. Et j'étais assez impressionné de voir comment cet avis... Alors pour vous dire, à l'intérieur de l'autorité, certains trouvaient que tout ça était un peu technique et qu'on n'ajoutait pas grand-chose au débat dans cet avis. Donc tout le monde ne le trouvait pas absolument génial et formidable. Mais moi, j'étais convaincu que décrypter ces mécanismes, ça avait une vraie utilité et de pointer les risques concurrentiels. Et cet avis, il a inspiré à l'étranger, le Royaume-Uni, à l'Australie. On nous a beaucoup parlé de cet avis qui a ensuite été suivi par d'autres pays qui ont pris le relais. Et je crois aussi que c'est avec des avis comme celui-ci qu'on a pu ensuite traiter le cas Google News Corp qui concernait les plateformes qui font fonctionner la publicité programmatique, ou le cas Facebook Criteo sur lequel Henri Pifot, qui est dans la salle, a travaillé. Alors ensuite, on s'est penché sur les algorithmes. Alors là aussi, c'est un travail qui avait une partie un peu académique et qui faisait le point sur les sujets qui intéressaient beaucoup les universitaires. Mais ce qu'on voulait aussi à cette occasion, c'était de dire aux entreprises, ces processus, il faut que vous vous y intéressiez, pas seulement d'un point de vue technique, mais aussi d'un point de vue compliance et concurrence. Et on a vu ensuite que des cas comme Google Shopping, finalement, ils se sont fondés sur un changement d'algorithme. Donc le message qu'on voulait envoyer aux entreprises, c'était
Prenez un peu de temps sur ces sujets pour ne pas vous retrouver en infraction sans vraiment l'avoir voulu ou réalisé. Alors, un autre exemple, c'était notre étude sur les fintech, puisque l'un des sujets qui nous avait saisis, c'était l'arrivée des grandes plateformes dans le secteur des paiements. Et à l'époque, c'est vrai que les banques regardaient arriver les Apple et autres plateformes avec une certaine circonspection. On a vu depuis à quel point le paiement par téléphone est devenu quelque chose qui s'impose et voilà, qui peut-être remplacera demain les cartes bancaires. En tout cas, c'est un sujet qui reste pleinement d'actualité. Et puis, on commençait déjà à s'intéresser au cloud, à la blockchain ou aux crypto-actifs. Alors, le dernier exemple que je voudrais citer sur finalement ces efforts de réflexion, et c'était des efforts puisque quand on est président d'une autorité, on doit en permanence allouer des ressources rares et faire des choix. Et c'était le choix aussi d'examiner comment le numérique transformait des secteurs traditionnels. Alors, l'un des avis qui a le plus déclenché les foudres du secteur, c'était celui sur l'audiovisuel. On nous a reproché de vouloir mettre le feu au secteur en recommandant des bouleversements, alors notamment sur la production, le régime de la production des œuvres audiovisuelles. Mais c'était un cas typique où voilà, il nous paraissait urgent de décrire cette révolution des plateformes et de signaler aussi que l'État doit lui-même adapter sa régulation face à ces transformations économiques. Évidemment, les entreprises sont en première ligne, mais ce qu'on constatait, c'était une forme de déconnexion entre l'univers audiovisuel traditionnel régulé des télévisions et des radios, et puis les plateformes qui arrivaient sans aucune règle et qui finalement prenaient leur part considérable auprès du public. Et ce qui a été satisfaisant, c'est que comme sur beaucoup de sujets, le gouvernement, le Parlement ont été attentifs à ces remarques. On commençait à faire évoluer le cadre un peu figé, par exemple, de la publicité à la télévision, et on assouplit aussi les règles applicables pour la diffusion des contenus. Mais ce qui était important aussi, c'était le rééquilibrage de régulation, et je crois que le fait que les plateformes contribuent aux œuvres audiovisuelles, c'était une vraie révolution qui a trouvé son aboutissement avec la directive SMA. Alors parfois, nous n'avons pas toujours été entendus. Je pense à la distribution des médicaments en ligne ou l'assouplissement du réseau de distribution, mais comme Virginie, je crois que voilà, un jour on y viendra. Et à chaque fois que je me promène dans d'autres pays européens et que je vois la facilité qu'on a à acheter des médicaments quand on en a besoin un peu n'importe où, on se dit que c'est quand même bien pratique et que les risques qu'on nous avait mis en avant, on ne les constate pas toujours quand on y a recours. Alors, une autre façon d'infuser le numérique dans l'autorité, ça a été la création du service de l'économie numérique. Donc, je salue dans la salle son directeur, Yann. Là aussi, ça a été une très grande bataille pour obtenir un service doté de 4 ETP. Mais tous ceux qui négocient leur budget, et je crois que le contexte actuel le montre plus que jamais. Ils sont toujours 4. Hein. Voilà. Montre que quand je discutais avec mes homologues de la CMA qui avaient créé 50, 100 emplois, 150 en une année, j'avais l'impression qu'on n'était pas dans le même monde. Mais voilà, c'est quand même une fierté d'avoir réussi à créer ce service et qui a fait un travail absolument formidable depuis lors. Alors, il n'y avait pas que les études qui étaient importantes. Les études nous permettaient aussi d'examiner des cas délicats dans le domaine numérique. Et je crois, comme tu le disais, que l'outil des mesures conservatoires s'est avéré décisif pour pouvoir intervenir vite sur des sujets extrêmement sensibles. Alors, ça a été le cas dans l'affaire Google Amadeus sur l'application de règles par Google. Nous avons aussi été très satisfaits que cette décision prise rapidement soit confirmée par la Cour d'appel, alors que c'était une décision assez novatrice, notamment par les injonctions assez conséquentes que nous avions formulées à Google. Mais je crois qu'on peut dire que un peu la mère de toutes les batailles en la matière, ça a été l'affaire des droits voisins. On peut dire aujourd'hui que ça constitue une forme de saga contentieuse. Je ne sais pas si un jour on écrira des thèses sur toutes les décisions successives prises dans la matière. Mais le point qui me semblait très frappant dans ce dossier, c'était pendant un temps, on disait souvent que les mesures conservatoires ne pouvaient être utilisées que pour des domaines bien balisés, avec des jurisprudences bien établies. Moi, il me semblait au contraire que la loi donnait un outil avec 2 conditions légales d'urgence et de possibilité d'infraction, et que dans ce cadre, on pouvait traiter de sujets nouveaux. Et
quand l'affaire des droits voisins est venue devant nous, beaucoup disaient « mais ce n'est pas du droit de la concurrence, ce sujet. Ça doit aller devant les juridictions de droit commun, c'est un sujet de droit d'auteur. L'autorité, finalement, n'a rien à faire avec cette affaire. » Et c'est vrai que c'est une décision que j'ai trouvée absolument passionnante. Les éditeurs de presse, les agences de presse qui sont venus devant l'autorité étaient très motivés, ont apporté des éléments tout à fait parlants. Mais je dirais que le cœur de la décision était quand même fondé sur quelque chose d'assez audacieux, qui était de considérer que le non-respect de la directive et de la loi sur les droits voisins pouvait constituer une infraction de concurrence. Et je trouve que c'est une partie vraiment très, très intéressante de la décision et que l'autorité a fait une œuvre utile, non seulement en se prononçant très vite, ce qui était un défi, mais aussi en prenant des décisions fortes en matière d'injonction adressée à Google, et ensuite en sachant la faire respecter par la sanction assez dissuasive qui a été prise pour le non-respect de ces mesures conservatoires. Je crois aussi que ça fait partie de ces décisions où on a l'impression de contribuer au débat international sur le sujet. Ces sujets ont été très suivis par nos partenaires européens, aux États-Unis, au Canada ou en Australie. Et en la matière, la France a montré qu'une action résolue pouvait faire changer les règles du jeu alors que personne n'y croyait, et ceux qui ont négocié la directive droit voisin avaient bien sûr contribué fortement à changer les règles du jeu en la matière. Alors, un autre cas assez topique, c'était l'affaire Apple, et lorsque Apple a changé son système OS par la procédure dite ATT, parce que nous avons pu nous appuyer sur une coopération très fructueuse avec la CNIL. Là aussi, on avait un sujet assez nouveau, c'était est-ce que finalement la protection des données, ça peut être un sujet de concurrence. Alors, après, il y a eu la décision de la Cour de justice sur la décision du Bundeskartellamt, mais à l'époque, tout ça était encore un terrain très nouveau. Et je crois qu'à travers ce type de décision, qui s'est traduit par un rejet, mais qui laissait prospérer le fond, nous répondions aussi à l'attente du secteur de pouvoir les entendre très vite, en quelques semaines, pour répondre à leurs préoccupations, puisque nous avons pu statuer avant même que Apple ne change ne mette en place son OS sur ses téléphones. Alors, pour conclure, je dirais qu'il y a aussi eu les procédures de fond qui ont été décisives, qui ont pu vraiment donner tout son poids aux décisions de l'autorité. Je pense évidemment à l'affaire Apple sur la distribution de ces matériels, qui montre que le numérique, c'est aussi parfois des sujets assez concrets de distribution dans les magasins, et qui montre aussi que des lois qu'on croyait peut-être désuètes, et la notion d'abus de dépendance économique, c'est une qualification qui pouvait trouver son application dans un cas de ce type. Enfin, je voudrais mentionner comme une affaire assez chère à mon cœur, l'affaire Google News Corp, parce que je la trouve assez exemplaire de ce qu'on peut faire quand on met un peu les mains dans le cambouis, qu'on s'intéresse à ces algorithmes de mise en œuvre de la publicité programmatique et qu'on ouvre la boîte noire. Et ce qu'on a vu en ouvrant la boîte noire de ces différentes plateformes, c'était quand même un système d'enchères qui était largement truqué, ce qui a conduit Google pour la première fois au niveau mondial à entrer en voie de transaction avec l'autorité, à accepter une sanction lourde, mais surtout des engagements pris au niveau mondial qui, pour la première fois, rééquilibraient un peu les choses vis-à-vis des éditeurs qui souffraient de ces pratiques. Alors, pour conclure, et je vois je m'en réjouis que l'autorité a continué de façon très volontariste sous ta présidence sur ces sujets avec les études cloud ou intelligence artificielle. Mais je pense que tu l'as cité, la coopération pendant toutes ces années avec nos partenaires européens, américains, australiens, elle nous a aidés, c'était peut-être pas visible, mais je crois que c'est l'un des domaines où les échanges, les dialogues, les échanges de bonnes pratiques et les réflexions sur les cas nous ont permis peut-être d'être aussi ambitieux et innovants. Et je crois que des créations comme le G7 numérique permettent de continuer, alors même qu'on n'espérait pas forcément que les Américains mettent leur signature au bas de ce document avec les Européens sur ces sujets. Merci Isabelle. Alors, pour les Américains, on saura demain ce qu'il en est et si ça va continuer.
il me semble que peut-être une conclusion de tout ce que tu viens de décrire, Isabelle, c'est aussi le fait que l'ADN de cette institution, c'est d'utiliser le droit de la concurrence à bon escient, dans des domaines nouveaux et sur des pratiques nouvelles, en prenant le risque du débat, d'abord avec les partis et leurs conseils, bien sûr, et ensuite avec nos juridictions de contrôle. Et je voudrais saluer la philosophie générale de la Cour d'appel de Paris, qui n'est pas toujours d'accord avec nous, bien entendu, et on le respecte complètement, mais qui a suivi cette philosophie et validé un certain nombre de nos décisions qui utilisaient le droit de la concurrence à des fins nouvelles. Et ça a été critiqué, c'était controversé, et la Cour d'appel de Paris, sans forcément nous suivre en l'espèce surtout sur les griefs, etc., a suivi cette philosophie qui consiste à nous permettre d'utiliser le droit de la concurrence pour adresser des problématiques nouvelles, notamment dans le numérique, et peut-être demain, qui sait, sur le changement climatique ou sur d'autres sujets. Ça, je pense que c'est très important. Stanislas, est-ce qu'on peut revenir sur les sujets non numériques ? Alors, évidemment, la répartition des rôles est un peu ingrate parce que Isabelle a incarné l'avenir et tu vas incarner un peu le monde d'hier. Le vintage, c'est cool. Voilà, le monde d'hier. Mais voilà, est-ce que tu peux revenir un peu sur tous ces sujets qui sont quand même le quotidien d'une autorité de concurrence et qui sont les cartels et toutes ces pratiques qui sont pas forcément très technologiques, mais qui ont un impact sur l'efficacité de notre économie et sur le pouvoir d'achat. Oui, merci Benoît. Effectivement, alors sur l'impulsion d'Isabelle, notamment, on a consacré des ressources aux nouveaux sujets, aux sujets numériques, qui était évidemment une dimension qui montait en puissance sur la quinzaine d'années de l'autorité de la concurrence. Pour autant, effectivement, on n'a pas désinvesti les secteurs traditionnels. La mission, l'une des missions principales de l'autorité, c'est de préserver la concurrence pour le pouvoir d'achat de nos compatriotes et donc notamment de lutter contre les cartels, entre autres sur les produits de consommation courante. Et quand on regarde ce qui s'est passé en matière de cartels sur les 15 dernières années, alors ce qu'on constate d'abord, c'est que contrairement au numérique, c'est pas un secteur où il y a tant d'innovation que ça. C'est-à-dire qu'on retrouve finalement des pratiques assez classiques. On est sur des fixations de prix, sur des répartitions de marché de clientèle, sur des trucages d'appels d'offres, et on retrouve toujours les mêmes choses. De ce point de vue-là, il n'y a pas d'innovation majeure. En termes de méthode, il y a de moins en moins d'échanges par email. Il y en a encore, mais maintenant il faut plutôt attraper les téléphones et les échanges se font par WhatsApp, Signal ou Telegram. Mais bon, ça revient un peu au même. Donc on est sur des choses assez classiques. Quand on regarde les cas au fil de ces 15 ans, alors il y a eu beaucoup de cas dans les secteurs de la consommation courante, donc ça a été vu sur la vidéo Mission Impossible qui a été diffusée au début. On a eu les lessives en 2011, qui était un accord sur les prix et les promotions. On a eu la farine en 2012, qui était un cas intéressant de cloisonnement entre le marché français et le marché allemand. Donc c'était une entente de chacun chez soi. Les produits d'hygiène et d'entretien en 2014, qui était une Pardon de t'interrompre, Stan, mais sur les farines, le cartel âme se plaint toujours du fait qu'on est passé avant et qu'on a écrémé tellement les sanctions qu'il n'y avait plus rien à sanctionner derrière. C'est également un très bel exemple de coopération européenne, effectivement, oui. Donc on a eu produits d'hygiène et d'entretien qui étaient des concertations sur les hausses de prix, les produits laitiers en 2015, les revêtements de sol en 2017 qui étaient pratiques de concertation sur un peu tout en fait. Les revêtements de sol où il y a une dimension intéressante, c'est qu'il y a pas mal d'actions en réparation de la part des hôpitaux, notamment devant les tribunaux administratifs, mais les hôpitaux sont des gros consommateurs de revêtements de sol, de linoléum, et les directeurs d'hôpitaux ont engagé des actions en réparation, et donc il y en a énormément dans les différents tribunaux administratifs de France. Donc là aussi, c'est une dimension intéressante de ce cas. On a eu l'affaire de l'électroménager en 2018,
2018, les compotes en 2019, le porc charcutier en 2020, les sandwichs en 2021. Et plus récemment, on est un peu moins dans les produits de consommation courante et plus dans du B2B, puisqu'on a eu le démantèlement nucléaire en 2023 et les préfabriqués béton en 2024. Ça ne veut pas dire qu'on désinvestit les secteurs des produits de consommation courante. Il y a des enquêtes en cours dans ces domaines-là et on verra ce que ça donne. Mais en tous les cas, on voit une assez grande diversité des secteurs concernés. Une fois de plus, des pratiques qui sont un peu toujours les mêmes et des méthodes qui sont un peu toujours les mêmes. On retrouve encore des déjeuners sympathiques entre concurrents dans des restaurants plus ou moins chics, les salles de réunion d'hôtels, etc. Donc on est sur du classique. L'enjeu pour nous, donc c'est quelque chose, sur lequel Virginie avait travaillé, sur lequel j'ai continué de travailler et sur lequel mon successeur devra continuer à travailler parce que ça s'entretient en permanence. C'est d'entretenir une capacité de détection. Donc d'être capable de détecter ces cartels. Autant sur les abus de position dominante, on a des chances non négligeables d'avoir des plaintes, des saisissants. Sur les cartels, ça arrive beaucoup plus rarement. Et donc il faut une capacité de détection autonome. Alors la détection, elle se fait par la clémence. Encore la question est comment fait-on pour rendre la clémence attractive? J'y reviendrai peut-être plus tard. Également, l'autorité a un atout considérable, notamment par rapport à ses homologues européens, parce que je crois qu'on est les seuls à avoir ça. C'est notre partenariat institutionnel inscrit dans la loi avec la DGCCRF. La DGCCRF a, alors je ne sais plus le nombre exact, parce que hélas ça a tendance à diminuer, mais on va dire entre 2500 et 3000 agents qui sont sur le terrain, qui sont dans tous les départements de France, qui visitent les entreprises quotidiennement pour des raisons diverses. Ça peut être pour des sujets de droit de la consommation, ça peut être pour de la sécurité des produits industriels, jusqu'à il y a peu de la sécurité alimentaire, et qui sont formés en droit de la concurrence, qui captent des informations, les informations remontent, et c'est une source d'affaires pour nous qui est considérable. Bon an, mal an, c'est 40% de nos décisions de sanctions qui ont une origine des GCCRF, soit une enquête des GCCRF, soit un simple indice des GCCRF, mais c'est un élément essentiel de détection pour nous. Également, on a développé les partenariats alors avec la Cour des comptes et les chambres régionales des comptes, avec les parquets, avec les autres autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes. On a mis en place une plateforme de signalement, on a mis l'accent sur l'exploitation de l'information ouverte. Donc tout ça, le volet détection, c'est un volet essentiel. Également, Isabelle a cité les avis sectoriels. Et les avis sectoriels, ça sert à comprendre le fonctionnement d'un secteur, puisque avant de faire du contentieux dans un secteur, il faut comprendre comment il marche. Ça sert éventuellement à donner des recommandations au gouvernement, mais ça sert aussi à détecter les pratiques anticoncurrentielles. Donc, au fil de la vie sectorielle, on interroge des gens, on rencontre des gens, les gens parlent, et on a des informations, qui arrivent et qui sont le point de départ, de dossiers. Également rapidement, Benoît, parce que je suis un peu long. Depuis 2019, on a une problématique transversale qui a émergé. Alors il y a le numérique, tu l'as cité, et il y a aussi le développement durable, qui est une problématique qui a été initiée à la base par nos collègues néerlandais, puis grecs. Donc la question de comment prend-on en compte la dimension développement durable dans le droit de la concurrence. Alors ça nous a obligés à nous réorganiser dans un premier temps, parce que notre organisation est un peu en silo, on est organisé par secteur, et le développement durable, comme le numérique, c'est transsectoriel, ça concerne tous les secteurs. Donc on a créé un réseau transverse associant des rapporteurs de différentes unités volontaires pour travailler sur ces sujets, et avec alors un premier rôle qui a été de réorganiser nos contacts dans ce domaine-là, puisqu'en réalité c'était des domaines sur lesquels on n'avait pas de contact, pas de relation avec les gens qui s'intéressent à ces sujets-là. Donc il y
y a eu un effort, un investissement pour nouer des contacts avec les ONG, avec l'ADEME, avec les ministères intéressés pour collecter de l'information. Et ensuite, le rôle du réseau a été, d'une part, il y a un aspect carotte et bâton. Sur l'aspect bâton, ça a été de collecter des indices de pratiques anticoncurrentielles et de mener des enquêtes et d'aboutir à des décisions sur des pratiques anticoncurrentielles qui, par ailleurs, ont un impact négatif sur le développement durable. Donc il y a eu le premier cas qui venait pas du réseau, ce qu'il était avant, mais le premier cas revêtement de sol qui était très intéressant, où en fait à partir du moment où le développement durable, à partir du moment où la performance environnementale des produits devient un paramètre de concurrence, donc quelque chose auquel les consommateurs font attention dans leur choix de consommation, évidemment la tentation existe de neutraliser ce paramètre de concurrence. Il y a les prix, il y a la qualité, il y a un nouveau paramètre qui arrive, et on a la tentation de le neutraliser. C'était le cas dans l'affaire revêtement de sol, où les entreprises se sont mis d'accord pour ne pas communiquer individuellement sur la performance environnementale de leurs produits, donc on se fait pas concurrence là-dessus. Si on se fait pas concurrence là-dessus, ça veut dire aussi qu'on a moins d'incitation à investir sur le sujet, puisque je n'aurai pas de retour sur mon investissement, puisque je ne pourrais pas le valoriser commercialement. On a eu l'affaire bisphénol A en 2023, qui là venait du réseau développement durable. On a eu également un cas dans le transport routier de marchandises, où les entreprises se sont entendues pour neutraliser une plateforme qui notamment visait à minimiser les retours à vide des camions et à faire en sorte que les camions circulent pleins plutôt que vides. Et donc on a également sanctionné cette entente, et on a une dizaine d'enquêtes en cours liées à l'initiative du réseau, liées sur des pratiques qui viennent affecter le développement durable. De l'autre côté, on a mis en place dans la lignée de la communication de la Commission sur les pratiques horizontales, on a mis en place une pratique d'orientation informelle. Donc on avait déjà annoncé publiquement que notre porte était ouverte, les entreprises pouvaient venir nous voir pour nous soumettre des cas de coopération entre entreprises qui pourraient restreindre la concurrence, mais qui auraient des effets positifs en termes de développement durable. Les entreprises ont été un peu frileuses au début, je pense qu'elles se méfiaient. On a adopté un communiqué en mai 2024 qui permet de fixer le cadre de ces orientations informelles, et ce communiqué a dû contribuer un peu à rassurer les entreprises. Donc on a eu une première lettre qui a été publiée en 2024 sur la méthodologie harmonisée de calcul de l'empreinte environnementale. Là on a une deuxième demande qui est en cours d'instruction. Donc les entreprises commencent à venir nous voir pour sécuriser des projets de coopération qui, bien que venant potentiellement restreindre la concurrence, ont un impact positif en matière de développement durable. Donc c'est aussi une démarche dans laquelle on s'est engagé. L'idée est d'accompagner les entreprises, c'est pas non plus de bénir des opérations de greenwashing, on est prudent sur le sujet, mais c'est quelque chose qui se développe dans notre pratique. Merci Stanislas. Sur ces orientations en matière de développement durable, je pense qu'il est important aussi de préciser que, enfin tout ça est écrit dans notre communiqué, qu'il ne s'agit pas uniquement de coopération entre entreprises. Donc on peut être amené, le cas échéant, à regarder des risques d'abus de position dominante, par exemple, au regard de leurs possibles critères d'efficacité environnementale. On ne l'a pas fait, mais c'est quelque chose qui est possible en principe. Et également que le champ du développement durable est large, donc ça n'est pas seulement la transition climatique, mais c'est le développement durable au sens des Nations Unies, donc ça peut impliquer éventuellement des questions de soutenabilité sociale, par exemple, qui rentrent également dans le champ. Alors, je voudrais que, dans le peu de temps qui nous reste, qu'on parle un peu de l'évolution du cadre juridique et du cadre procédural, parce qu'il y a eu pendant ces 15 ans des évolutions importantes. Isabelle nous a décrit l'évolution de la réflexion et de la pratique de l'autorité dans le numérique, mais maintenant le cadre a changé puisqu'on a le DMA, le Data Act. Voilà. Donc, quelles ont été les grandes évolutions qui ont affecté notre pratique? Si tu veux commencer, Isabelle. Oui, alors c'est vrai que pendant les années écoulées, on a eu beaucoup de modifications qui ont enrichi le cadre de l'autorité par des lois diverses. La loi Pacte, la loi Egalim, la directive ECN+, sa transposition et la loi qui l'avait précédée et le DMA.
Et finalement, c'était un peu une réflexion commune qui a conduit à diverses évolutions. Alors, la première réflexion, c'était de dire l'autorité, elle est bien installée, elle fonctionne bien, mais qu'est-ce qu'on peut améliorer dans les procédures? Comment être encore plus efficace, être encore plus réactif? Et notamment, comment essayer de décider plus vite, parce que c'est l'un des points qui était un peu délicat dans la durée des enquêtes. Et pour nourrir ces réflexions et proposer des textes au Parlement et au gouvernement, on a fait un exercice de réflexion interne qui a été très intéressant, parce qu'il faisait participer tous les rapporteurs, tous les membres du service juridique et de mon équipe, et qui rentrait en profondeur, ce qu'on a rarement le temps de faire, pour comprendre pourquoi on bloque dans des enquêtes, où est-ce qu'on a perdu du temps, où est-ce qu'on a gagné du temps. Alors ça nous a permis d'identifier des leviers sur lesquels on pouvait agir pour les OVS, avec un OPJ, le recours à un JLD national. Aussi de se doter de nouveaux moyens d'enquête comme les FADET, qui nous nous sommes inspirés du dispositif qui existait à l'autorité des marchés financiers. Et puis, grâce à la directive ECN+, on a pu clarifier que lorsqu'une entreprise met ses données dans un cloud, les enquêteurs peuvent y accéder, même si ces données sont stockées dans un serveur distant. C'était un point qui était parfois litigieux. Alors, dans les sujets qui nous ont fait discuter longuement et parfois de façon assez animée, notamment avec les avocats et la PDC, c'était le sujet de la procédure. Alors là, il y a eu, je dirais, un grand sujet de débat et de bataille sur le nombre de tours de contradictoire. Donc bon, chacun sait ce qu'il en a été. Donc finalement, l'idée du nouveau texte, c'est de permettre, quand c'est opportun et quand c'est adapté, d'avoir un seul tour de contradictoire. Et finalement, nous disions, si la Commission arrive à mener ses décisions avec un seul tour de contradictoire, pourquoi est-ce que l'autorité ne le pourrait pas? Donc, ça sera intéressant de voir aujourd'hui comment ça fonctionne et si le nouveau texte donne satisfaction. Mais aussi, il y avait un point qui était important, c'était que l'autorité puisse avoir plus de capacité de réactivité. C'est ce qui a inspiré l'idée qu'elle puisse s'auto-saisir en mesure conservatoire, comme elle le fait dans les procédures de fond, comme elle le fait pour les avis. Alors peut-être que ça restera quelque chose d'assez marginal, mais l'important c'est qu'elle puisse le faire. En termes de dissuasion, c'est important, et ça peut aussi s'avérer utile dans les cas où les saisissants hésitent à venir devant l'autorité. Une autre innovation qui me paraissait importante, c'était la fameuse possibilité pour l'autorité de disposer de l'opportunité des poursuites. Alors, qu'est-ce que ça voulait dire? Qu'elle puisse dire, tel dossier, telle saisine, j'estime qu'elle n'est pas prioritaire ou qu'elle va me demander des investigations vraiment beaucoup trop lourdes pour l'enjeu. Alors, c'est vrai qu'on a mis un terme à ce qui était une spécificité française, ce que certains ont regretté. Mais il me semblait aussi que dans ces temps où les ressources sont rares et compte tenu des dossiers qui sont quand même de plus en plus complexes, comme ceux qu'on a cités de gros cartels ou dans le numérique, il était vraiment indispensable que l'autorité puisse choisir ses priorités et en fonction, décider du traitement de ces dossiers le plus opportun. Alors, un autre exemple où le dialogue a été assez fructueux avec le gouvernement, c'était sur les centrales d'achat, avec le nouvel outil de mesures conservatoires en centrale d'achat qui a donné lieu à deux procédures d'engagement avec plusieurs centrales d'achat. Et puis la refonte du régime des sanctions. Alors là, je dirais que c'était plutôt venu de l'initiative de la directive ECN+, avec des sanctions plus dures pour les associations d'entreprises. Donc, nous n'étions pas à l'initiative de ce changement, mais il me paraissait quand même assez sain que finalement il n'y ait pas un régime favorisant les associations d'entreprises au regard de la sanction. Dernier point à signaler, l'un des gros apports de la directive ECN+, même si elle n'a pas modifié en profondeur le cadre français à la différence de ses partenaires, c'est quand même aujourd'hui de garantir au niveau européen ce statut d'autorité indépendante dotée de pouvoirs forts. Aujourd'hui, on n'a aucune raison d'avoir des inquiétudes à cet égard, mais ça crée quand même une protection de la pérennité de ce système par rapport à des modifications législatives. Alors, en revanche, quand j'en viens au DMA, qui est la dernière modification substantielle du cadre de l'autorité, les choses étaient beaucoup moins claires et évidentes, parce qu'il y a eu une forme de querelle des anciens et des modernes sur ce sujet. Je dirais que un certain nombre de personnes issues du droit de la concurrence estimaient que cet outil était à la fois une forme de monstruosité et n'était pas nécessaire. Donc il y avait un vrai débat sur l'utilité de cet outil complémentaire. Alors,
avec d'autres partenaires du réseau européen. J'ai beaucoup milité pour cet outil comme un complément et c'est vrai que c'était une forme de saut dans l'inconnu. On peut dire que c'était une forme d'innovation de rupture dans les outils juridiques parce qu'avec le DMA, on rentre dans quelque chose qui ressemble un peu plus à de la régulation sectorielle, la fixation de règles a priori et surtout l'idée qu'on ne s'adresse qu'à certains acteurs identifiés comme tels. Et ça, finalement, c'était dans la filiation du droit de la concurrence et des acteurs en position dominante. Et quand on regarde le fond du DMA, on voit bien qu'il se nourrit du droit de la concurrence avec la prohibition du self-preferencing et d'autres notions qui avaient été décryptées dans des cas concurrence. Alors aujourd'hui, avec Olivier Guersan et ses équipes, on est maintenant dans la mise en œuvre. Les contrôleurs d'accès ont été désignés, les premiers cas sont ouverts. Donc il faudra faire la preuve de l'utilité de ce nouveau règlement. Moi, j'y crois très fortement parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, la Commission ou les autorités nationales ont une forme de choix entre les procédures concurrence traditionnelles et, lorsque c'est opérant, de se tourner vers le DMA qui peut quand même trancher beaucoup de débats a priori avec, voilà, il n'y a pas de démonstration de la position dominante à faire, pas de démonstration de la règle à respecter. C'est quand même quelque chose de très novateur et qui me paraît extrêmement utile dans ce domaine du numérique. Aussi parce qu'il retourne la charge de la preuve à l'entreprise contrôleur d'accès. C'est à elle de démontrer qu'elle est conforme au règlement et donc ce n'est pas à l'autorité a priori de démontrer qu'elle a enfreint un règlement. Donc on est dans quelque chose de novateur mais qui me paraît vraiment porteur d'avenir. Alors peut-être le sujet sur lequel tu l'as cité, le chantier est rouvert, c'est le contrôle des concentrations. Et voilà, donc je ne parlerai pas de l'affaire Illumina Grel et de l'arrêt de la Cour de justice, mais si ce n'est pour dire que le débat est désormais rouvert et sera dans les mains de la Commission et des autorités nationales. Et peut-être pour conclure sur tous ces débats sur les changements des règles au niveau national et européen, on peut se réjouir d'une chose, c'est que les propositions de l'autorité ont souvent fait l'objet d'une écoute attentive. Alors peut-être pas sur la rémunération des informateurs qui a pu faire partie des idées un peu plus novatrices qui étaient mises sur la table, mais pour l'essentiel, je crois que le nouveau cadre est là. Et maintenant, ça sera à ceux qui sont dans la salle de dire s'il fonctionne ou pas, mais en tout cas, je le souhaite. Merci beaucoup Isabelle. Je voudrais d'abord saluer la présence d'Enrico Letta, que je remercie à nouveau pour sa présence ici et que nous écouterons avec beaucoup d'intérêt tout à l'heure. Et peut-être un mot de commentaire, c'est que il me semble que nous avons non seulement la possibilité, mais même le devoir de revoir régulièrement nos instruments et de faire des propositions en conséquence au gouvernement et au Parlement, dans les deux sens. C'est-à-dire que la boîte à outils, elle est là pour être utilisée. Et donc, il faut utiliser tous les instruments de notre boîte à outils. Donc, les mesures conservatoires, les mesures conservatoires sur autosaisine, on l'a pas encore. Enfin, on a eu une décision, mais qui est un rejet en réalité de mesures conservatoires. Mais on a amorcé cette réflexion puisqu'on a déjà été amené à en discuter. Je prends souvent l'exemple de l'exception de l'entreprise défaillante qu'on n'avait pas utilisée depuis 2005, depuis Seb Moulinex. Et que on ressort un outil un peu poussiéreux de notre boîte à outils et on s'en sert pour autoriser but conforama. Donc les instruments, ils sont là pour être utilisés. Et à l'inverse, si on voit que des instruments ne sont pas utilisés, c'est qu'il doit y avoir une raison. Et il faut se demander laquelle. Je pense notamment, parce que c'est un sujet qui est politiquement important en ce moment, à l'injonction structurelle en Outre-mer, qui existe, qui n'est pas utilisée. Donc il faut peut-être se demander pourquoi elle n'est pas utilisée et s'il faut... Peut-être qu'on devrait l'utiliser, mais peut-être aussi que l'instrument est mal conçu et qu'il faudrait le concevoir différemment. Mais ce sont des réflexions qui sont, je pense, nécessaires. Stanislas, Virginie, est-ce que vous voulez dire quelques mots de conclusion, ou notamment Stan sur les procédures? Est-ce que tu veux compléter ce qu'a dit Isabelle? Oui, alors très rapidement parce qu'on est en retard, mais j'ai parlé tout à l'heure du fait parmi les relations qu'on a nouées, il y a les relations avec les parquets et on a eu ces dernières années un retour du pénal en droit de la concurrence. Alors je dis retour parce qu'il y avait eu une vague à la fin des années 2000, début des années 2010, avec les affaires lycée d'Île-de-France, travaux routiers en Île-de-France, monuments historiques, signalisation routière verticale, qui étaient des affaires
tout été instruit au pénal. Donc les outils, ils existent. Il y a le code de commerce prévoit qu'on peut demander au juge d'instruction la transmission d'un dossier pénal. Le collège peut saisir le parquet. L'article 40 s'applique évidemment aux agents de l'autorité de la concurrence. Historiquement, les agents de la DGCCRF pouvaient recevoir des commissions rogatoires, et depuis 2014, avec la loi Hamon, c'est aussi le cas des rapporteurs de l'autorité de la concurrence. Et donc, il y a eu des affaires qui ont été relancées, qui ont abouti d'ailleurs très récemment, puisque ça a été Préfabriqué Béton avant l'été, et l'affaire matériel électrique qui date d'il y a quelques jours. Il y a eu des affaires qui ont été instruites dans le cadre pénal. Alors ça a suscité un certain nombre, une certaine émotion chez les avocats, mais une fois de plus, c'est rien de très nouveau en tant que tel. Ça a été fait par la DGCCRF, ça a été validé par la Cour de cassation dans les années 2000-2010. Là, la seule différence, c'est que l'article 40 est fait par le rapporteur général de l'autorité et pas par la DGCCRF, et l'enquête est menée sur commission rogatoire par des agents de l'autorité et pas par des agents de la DGCCRF. Mais on voit que c'est pas une différence fondamentale. Donc c'est en train de se développer. Il y a côté pénal sur les affaires qui nous occupent, il y a eu des mises en examen de personnes physiques. Donc la question c'est qu'est-ce que ça va donner derrière, sachant que dans la directive ECN+, et dans la transposition de la directive ECN+, il est prévu une immunité pénale pour les personnes physiques d'un demandeur de clémence de premier rang. Donc s'il y a une montée en puissance du pénal, ça viendra aussi renforcer l'attractivité de la clémence. Donc c'est un élément important d'attractivité de la clémence. Et l'autre point, c'est que il y a des mises en examen de personnes physiques, mais aussi sur la base de l'article 121-2 du Code pénal, donc la responsabilité pénale des personnes morales pour les agissements de leurs personnes physiques, il y a des mises en examen de personnes morales, ce qui donnera lieu le moment venu, mais probablement dans quelques années, à un débat fort intéressant au Conseil constitutionnel sur est-ce qu'on est dans le champ du non bis in idem ou est-ce qu'on n'est pas dans le champ du non bis in idem. Donc ça sera le sujet juridique devant nous. J'ai 2 minutes pour les concentrations ou je laisse... Non, ok. Elle les mériterait amplement, mais on n'a plus le temps. Donc peut-être une dernière question à tous les trois. Quel est pour vous le plus grand... et qui est une question très intéressée de ma part, quel est pour vous le plus grand défi qu'aura affronté l'autorité dans les 15 prochaines années ? Moi, j'aurais tendance à dire que c'est le second sujet de cette journée, c'est-à-dire l'articulation politique de la concurrence politique industrielle. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a une forte attente de souveraineté nationale, souveraineté européenne en matière industrielle, des défis sur le numérique, parce que il y a souvent une critique qui est de dire en Europe on régule beaucoup mais on crée pas beaucoup, donc il faut qu'on soit attentif à ça. On a le même sujet sur le médicament, sur tout un tas de sujets industriels, les industries de développement durable. Donc je crois que ça va être un gros sujet. Et ça a été bien dit à la fois par le président, par toi, c'est qu'il faut trouver le bon équilibre. Il ne faut pas lâcher non plus la proie pour l'ombre. Voilà. Merci. Isabelle ? Oui, je dirais que c'est garder l'esprit de réforme et pouvoir continuer à transformer l'économie de façon active. Enfin, l'exemple des autocars Macron a été souvent utilisé. C'est, je crois, une réforme qui a fait référence. La réforme des professions réglementées également. Donc, continuer à trouver des gisements de modernisation dans des secteurs, des industries, des domaines qui fonctionnent par ailleurs, mais savoir où est-ce qu'il y a des gisements pour la croissance, je trouve que c'est là où l'autorité peut vraiment apporter un plus, parce que parfois dans les ministères, on peut être un peu enfermé dans une tradition et avoir plus de mal à se décaler pour imaginer quelque chose de différent. Stanislas ? Moi, je vais rester dans mon rôle. Pour moi, c'est
On a des pratiques anticoncurrentielles qui se sophistiquent de plus en plus. Il y a des débats tout à fait légitimes sur les garanties qu'on peut offrir aux entreprises, les possibilités de recours, bien évidemment. On parle du légal privilège des juristes d'entreprise. Et pour moi, le défi, c'est de conserver un bon équilibre entre nos pouvoirs d'enquête et les garanties offertes aux entreprises, de pouvoir adapter nos pouvoirs d'enquête aux nouvelles pratiques et donc que nos outils de détection et d'enquête puissent continuer à évoluer, ce qui nécessite le soutien du gouvernement et du Parlement. Merci Stanislas, merci à nos trois invités.